Dans la chambre encore baignée d'une lumière douce du matin, Manon et Sophia évoluent avec une insouciance presque dérangeante, comme si le monde autour d'elles n'était fait que de vacances et de légèreté. Elles ignorent toutes ce regard invisible posé sur elles, une présence silencieuse et constante dissimulée dans la lampe posée près du lit. Cette petite caméra, presque insignifiante à première vue, capte chaque mouvement, chaque geste, chaque instant d'intimité, transformant leur quotidien en spectacle clandestin. Et pendant qu'elles rient, qu'elles discutent ou qu'elles se préparent à sortir, quelqu'un, quelque part, observe sans jamais être vu. Dans une autre chambre, à quelques mètres à peine, une scène tout aussi intime se déroule sous l'œil impassible d'un second dispositif caché. Léa et Lucas s'abandonnent l'un à l'autre dans une proximité qui ne laisse place à aucun doute sur la nature de leur relation. Leurs gestes, leurs regards, leur silence même, sont capturés avec une précision troublante, comme si cette caméra n'était pas seulement là pour filmer, mais pour témoigner d'un secret qui ne devrait jamais être révélé. Rien ne semble leur échapper, et pourtant, ni l'un ni l'autre ne soupçonnent que leur moment d'abandon est en réalité une preuve potentielle entre les mains d'un inconnu. Pendant ce temps, le calme apparent de l'hôtel commence à se fissurer sous le poids d'une tension encore diffuse. Jordan, en se déplaçant dans les couloirs, aperçoit Lucas quitter discrètement la suite des gyros. L'instant est bref, mais suffisamment révélateur pour éveiller sa curiosité. Lucas, loin de chercher à se cacher, adopte au contraire une désinvolture presque provocante. Lorsqu'il croise Jordan, il ne tarde pas à lui confier ce qu'il vient de faire, comme si la vérité, une fois dite, perdait toute gravité. Il raconte comment il a délibérément éloigné Quentin en l'envoyant faire du paddle pendant 2 heures, simplement pour s'offrir le temps nécessaire pour rejoindre Léa. Ce récit, livré sans honte ni hésitation, place Jordan dans une position délicate. Il devient malgré lui le dépositaire d'un secret qui pourrait briser un couple. Pourtant, au lieu de s'indigner ou de dénoncer, il choisit de garder le silence. Ce choix n'est pas anodin. Il révèle à quel point, dans cet univers de vacances et de faux-semblants, chacun préfère parfois détourner le regard plutôt que d'affronter les conséquences d'une vérité dérangeante. Ainsi, un premier cercle de silence se met en place, protégeant Lucas et Léa, mais contribuant aussi, sans que personne ne le réalise encore, à masquer une réalité bien plus inquiétante. Quelques heures plus tard, sur la plage baignée de soleil, l'atmosphère change brutalement. Ce qui devait être un moment de détente devient le point de départ d'une inquiétude collective. Quentin, visiblement perturbé, annonce que la bague de fiançailles de Léa a disparu. L'objet, pourtant laissé en sécurité dans leur chambre, s'est volatilisé sans laisser de traces. Cette révélation agit comme un déclencheur. Très vite, d'autres voix s'élèvent. Sylvain évoque la montre qu'on lui a volée la veille, tandis que Sophia ne cache pas son agacement face à la disparition de son bracelet. Ce qui n'était encore qu'un incident isolé prend soudain l'allure d'un phénomène plus vaste. Les témoignages s'accumulent, les pertes se multiplient, et une évidence s'impose progressivement. Quelqu'un, dans cet hôtel, s'introduit dans les chambres pour dérober des objets personnels. La sensation d'insécurité s'installe, insidieuse, transformant chaque souvenir de la veille en potentiel indice. Les regards deviennent méfiants, les conversations plus tendues, et chacun commence à se demander si le coupable ne se trouve pas juste à côté. Face à cette situation, la réaction ne se fait pas attendre. Quentin, accompagné de Christelle, Aurore et Manon, décide de porter l'affaire directement auprès de la direction de l'hôtel. Leur indignation est palpable, presque contagieuse. Ils exigent des explications, des réponses, une action immédiate. Adélaïde, la directrice, se retrouve confrontée à une crise qu'elle n'avait jamais anticipée. Depuis 11 ans, son établissement n'a jamais connu le moindre vol, et cette réputation sans faille constitue l'un des piliers de son succès. Mais aujourd'hui, cette image est menacée. Et face à la détermination de ses clients, Adélaïde n'a d'autre choix que de réagir. Sa gêne est visible, mais elle tente de garder le contrôle, d'apaiser les tensions, de rassurer. Pourtant, les regards accusateurs et les voix qui s'élèvent la placent dans une position fragile. Elle comprend rapidement que cette affaire ne pourra pas être étouffée par de simples excuses ou des promesses vagues. C'est alors que Manon, avec une assurance qui trahit son instinct de future policière, propose une solution inattendue. Elle suggère de mener elle-même l'enquête, avec l'aide de sa mère Aurore. Leur expérience dans les forces de l'ordre représente un atout que la directrice ne peut ignorer. L'idée de résoudre l'affaire discrètement, sans alerter les autorités ni ternir la réputation de l'hôtel, apparaît soudain comme la meilleure option. Adélaïde accepte, non sans hésitation. Elle leur ouvre l'accès au planning des employés et aux images de vidéosurveillance, espérant que cette collaboration permettra de mettre rapidement un terme à cette série de vols.
À cet instant précis, sans que personne ne le formule clairement, une nouvelle dynamique se met en place. Les vacances prennent fin pour Aurore et Manon. Ce qui n'était qu'un séjour familial devient une véritable enquête. Dans le même temps, une question essentielle commence à se dessiner dans l'esprit des deux femmes. Et si le coupable n'était pas un simple voleur opportuniste, mais quelqu'un de l'intérieur? Un employé, peut-être, qui connaît les habitudes des clients, qui possède un accès privilégié aux chambres, et qui agit avec une précision qui trahit une certaine expérience. Cette hypothèse, encore fragile, devient pourtant le point de départ de leur réflexion. Alors que le soleil continue de briller sur la plage et que les vacanciers tentent de retrouver une forme de normalité, une tension invisible s'installe. Derrière chaque sourire, chaque échange, une suspicion nouvelle s'infiltre. Et quelque part, derrière un écran ou dans l'ombre d'un couloir, celui qui observe et qui vole continue d'agir, convaincu, pour l'instant, que personne ne pourra remonter jusqu'à lui. Dans la chambre de Lucas, l'atmosphère devient rapidement électrique lorsqu'Aurore et Manon décident de passer à l'action. Leur entrée n'a rien d'agressif, mais leur regard, lui, ne laisse aucune place au doute, elles sont là pour chercher la vérité. Lucas, surpris par cette intrusion, tente de conserver une attitude détachée, presque insolente, comme s'il refusait de se laisser impressionner. Pourtant, derrière cette façade, une tension perceptible trahit une certaine nervosité. Les deux femmes commencent à fouiller méthodiquement la pièce, chaque tiroir, chaque sac, chaque recoin étant inspecté avec une précision implacable. Malgré leur détermination, rien ne vient confirmer leurs soupçons. Aucun bijou, aucun objet volé, aucune preuve tangible ne se présente à elles. Ce vide matériel contraste avec la conviction intérieure de Manon, qui refuse d'abandonner cette piste. Lucas, lui, se défend avec une franchise déroutante. Il reconnaît être allé dans la chambre de Léa, mais uniquement pour la rejoindre, pour partager un moment intime, et rien de plus. Cette confession, loin de le disculper totalement, ajoute une couche supplémentaire de complexité à l'affaire. Elle confirme qu'il avait accès au lieu au moment du vol, sans pour autant prouver sa culpabilité. Lorsqu'Aurore quitte finalement la chambre, son esprit reste en alerte. Elle sait que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'innocence. Manon, de son côté, ne cache pas sa détermination. Face à Lucas, elle affirme qu'elle finira par le coincer, quoi qu'il en coûte. Cette déclaration, prononcée avec une assurance presque défiante, provoque une réaction immédiate chez le jeune homme. Il rétorque qu'il n'a rien à cacher, contrairement à sa mère. Cette phrase, lancée comme une flèche, atteint sa cible avec une précision troublante. Ce simple échange ouvre une brèche inattendue. Manon, déstabilisée, ne peut s'empêcher de s'interroger. Que voulait-il dire exactement? Et surtout, pourquoi évoquer Aurore dans un contexte aussi tendu? Cette insinuation, même vague, introduit un doute qui s'installe lentement mais sûrement. Aurore, quant à elle, semble déjà avoir anticipé ce moment. Son silence, lourd de sens, laisse entendre qu'il existe un passé commun avec Lucas, un passé qu'elle n'a pas encore partagé avec sa fille. Plus tard, sur la plage, l'enquête se poursuit sous un soleil éclatant qui contraste étrangement avec la gravité de la situation. Aurore et Manon interrogent Léa, espérant obtenir des éléments plus concrets. La jeune femme, visiblement embarrassée, confirme sans détour sa relation avec Lucas. Elle explique qu'après son départ, elle a voulu récupérer sa bague dans le tiroir où elle la laisse habituellement pendant la nuit. Mais l'objet avait disparu. Ce détail, en apparence simple, renforce les soupçons sans pour autant les transformer en certitude. Lorsque Léa rejoint son mari, laissant les deux enquêtrices seules, Manon ne peut plus contenir sa curiosité. Elle confronte sa mère sur les propos de Lucas. Aurore, après une hésitation presque imperceptible, finit par révéler une partie de la vérité. Elle connaît Lucas depuis plusieurs années. Elle l'a interrogé dans le cadre d'une affaire de fraude à la carte bancaire. À l'époque, il avait été blanchi, faute de preuves. Mais cette expérience a laissé des traces. Lucas, convaincu d'avoir été injustement suspecté, nourrit depuis une rancune tenace à son égard. Cette révélation change profondément la perception de Manon. Ce qui n'était qu'une enquête ordinaire prend désormais une dimension plus personnelle. Elle comprend que le regard de Lucas, son attitude provocatrice, ses insinuations, ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le reflet d'un passé conflictuel qui pourrait influencer le présent. Pourtant, Aurore reste lucide. Elle sait que les émotions, qu'elles soient négatives ou non, ne doivent pas interférer avec l'objectivité de l'enquête. Mais cette frontière est parfois difficile à maintenir, surtout lorsque les enjeux deviennent aussi personnels. Un peu plus tard, les deux femmes s'accordent un moment de répit, allongées sur des transats face à la mer.
Mais même dans cet instant de calme apparent, leur esprit reste en éveil. Elles continuent d'analyser les images de vidéosurveillance, cherchant le moindre détail, le moindre mouvement suspect qui pourrait faire basculer l'enquête. Chaque séquence est passée au crible, chaque silhouette observée avec attention. C'est alors qu'un élément inattendu surgit. Sur l'un des écrans, une scène attire leur attention. William apparaît, dans un coin plus discret de l'hôtel, en train de rejoindre Christelle. Leur attitude, leur proximité, la discrétion de leurs gestes, tout laisse penser qu'il s'agit d'une rencontre secrète. Ce moment, capturé par les caméras, n'a rien à voir avec les vols, et pourtant, il introduit une nouvelle dimension à l'histoire. Aurore, en découvrant ces images, reste figée un instant. Son regard se durcit, non pas comme celui d'une enquêtrice, mais comme celui d'une femme confrontée à une situation qu'elle n'avait pas envisagée. Manon, à ses côtés, perçoit immédiatement le changement. Elle comprend que ce qu'elles viennent de voir dépasse le cadre de leur mission. Ce n'est plus seulement une affaire de vol, mais une révélation qui pourrait ébranler l'équilibre familial. Dans le même temps, l'enquête continue de progresser, mais elle s'enrichit désormais de nouvelles tensions, de nouveaux secrets. Chaque personnage semble cacher quelque chose, chaque interaction devient suspecte. L'hôtel, qui devait être un lieu de repos et de plaisir, se transforme peu à peu en un espace chargé de méfiance et de non-dits. Et tandis que les regards se croisent, que les alliances se forment et se déforment, une question persiste, obsédante. Qui, parmi eux, est réellement le voleur? Mais plus encore, qui manipule les images, qui observe dans l'ombre, et dans quel but? Car désormais, il ne s'agit plus seulement de retrouver des objets disparus, mais de comprendre un système bien plus complexe, où chaque secret pourrait devenir une arme. Dans ce jeu d'ombre et de révélation, Aurore et Manon avancent, conscientes que la vérité qu'elles cherchent pourrait bien les atteindre de manière plus intime qu'elles ne l'avaient imaginé. Au mât, l'air est plus lourd, presque étouffant, comme si la chaleur ambiante amplifiait l'inquiétude qui s'installe peu à peu. Karim arrive avec une gravité inhabituelle, et dès qu'Alex croise son regard, il comprend que quelque chose ne va pas. La nouvelle tombe sans détour, Milo a disparu. Sa mère a signalé son absence, précisant qu'il est parti sans prévenir, sans donner la moindre indication sur sa destination. Ce silence, cette absence de repère, rendent la situation encore plus angoissante. Alex reste un instant figé, comme si son esprit refusait d'assimiler l'information. Il affirme ne pas avoir vu le garçon, mais dans son regard se lit déjà une inquiétude grandissante. Il promet néanmoins de prévenir Karim s'il obtient la moindre information. Cette promesse, bien que sincère, sonne presque creux face à l'ampleur de la situation. Car dans ce genre de disparition, chaque minute compte, et l'absence de piste rend l'attente insupportable. Plus tard, au hall, l'inquiétude d'Alex devient presque palpable. Il ne tient pas en place, son regard scrute les environs, comme s'il espérait apercevoir Milo à chaque coin de rue. Judith, sensible à son agitation, tente de l'aider en appelant le numéro du garçon. Mais au lieu de tomber sur lui, c'est sa mère qui répond. La conversation prend alors une tournure inattendue. Elle explique que Milo a laissé son téléphone derrière lui, accompagné d'un mot. Un mot simple, mais lourd de sens, il est parti à la recherche de son père. Cette révélation agit comme un choc. Jusqu'à présent, certains détails de la vie de Milo restaient flous, presque volontairement. Mais cette fois, la vérité commence à émerger. Judith apprend que le père de Milo n'habite pas en Amérique du Sud, contrairement à ce que l'on avait laissé entendre. En réalité, sa mère l'a élevé seule, sans jamais vraiment évoquer cet homme absent. Ce mensonge, ou cette omission, ouvre une multitude de questions. Pourquoi Milo a-t-il décidé de partir maintenant? Qu'a-t-il découvert pour prendre une décision aussi radicale? La voix de sa mère, au téléphone, trahit une peur profonde, presque incontrôlable. Elle ne sait pas où chercher, ni à qui faire confiance. Son fils est parti seul, sans téléphone, sans protection, guidé uniquement par une quête personnelle dont elle ne mesure pas les conséquences. Cette détresse se transmet à Judith, puis à Alex, créant un effet en chaîne où chacun ressent l'urgence de la situation. En fin de journée, la tension atteint un point critique. Alex et Chloé décident de parcourir la ville à la recherche de Milo. Leur démarche est à la fois méthodique et désespérée. Chaque rue, chaque coin familier devient un lieu potentiel où le garçon pourrait apparaître. Karim, de son côté, patrouille également, mobilisant ses instincts de policier pour tenter de reconstituer le parcours possible de l'enfant. Pourtant, malgré leurs efforts, une réalité s'impose, Milo leur échappe. Car pendant que les adultes s'agitent, cherchent, imaginent les pires scénarios, le garçon, lui, se déplace librement. Il marche dans la ville avec une certaine tranquillité, comme s'il était porté par une détermination qui le protège de la peur.
Cette opposition entre l'angoisse des adultes et le calme apparent de Milo crée un contraste saisissant. Là où les uns voient un danger imminent, l'autre semble vivre une aventure personnelle, presque initiatique. Mais cette apparente sérénité est trompeuse. Car un enfant seul, sans repère, sans moyen de communication, reste vulnérable, même s'il ne s'en rend pas compte. Et plus le temps passe, plus les risques augmentent. Chaque minute sans nouvelles devient une source d'angoisse supplémentaire, chaque absence de réponse un motif d'inquiétude. Dans le même temps, cette disparition agit comme un révélateur. Elle met en lumière les failles, les non-dits, les secrets familiaux. Le fait que Milo parte à la recherche de son père n'est pas anodin. Cela signifie qu'il ressent un manque, une absence qui pèse suffisamment lourd pour le pousser à fuir. Cette quête, aussi légitime soit-elle, devient dangereuse lorsqu'elle est menée seule, sans préparation. Alex, en particulier, semble touché au-delà de la simple inquiétude. Son attachement à Milo, bien que discret, se manifeste dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses réactions. Il ne se contente pas de chercher, il ressent profondément la nécessité de retrouver cet enfant, comme si quelque chose en lui refusait d'accepter cette disparition. Chloé, de son côté, tente de garder une certaine lucidité. Elle soutient Alex, l'encourage, mais elle sait aussi que la situation peut rapidement leur échapper. Son regard, souvent tourné vers l'horizon, trahit une réflexion plus large, une tentative de comprendre ce qui a pu pousser Milo à agir ainsi. Alors que la nuit commence à tomber sur Seth, les lumières de la ville s'allument progressivement, mais elles n'apportent aucun réconfort. Au contraire, elles semblent accentuer le sentiment d'urgence. Chaque rue éclairée devient une scène potentielle, chaque silhouette un espoir ou une déception. Et quelque part, dans cette ville qui ne dort jamais vraiment, Milo continue d'avancer, guidé par une idée, une image, une envie de réponse. Il ne sait pas encore ce qu'il va trouver, ni les conséquences de sa démarche. Mais une chose est certaine, sa disparition ne laissera personne indemne. Car pendant que l'enquête sur le voleur de l'hôtel se complexifie, une autre course contre la montre s'engage, plus silencieuse mais tout aussi intense. Une course où l'enjeu n'est pas de retrouver des objets, mais de ramener un enfant sain et sauf. Et dans cette lutte invisible, chaque décision, chaque choix, chaque instant comptera plus que jamais. Dans l'intimité feutrée de la chambre de Swazik, la chaleur semble peser plus lourdement encore que dans le reste de la ville, comme si l'air lui-même participait à brouiller les repères et à amplifier les sensations. Bruno, présent pour lui donner un coup de main, s'affaire avec une attention presque maladroite à protéger sa genouillère à l'aide de plastique, afin qu'elle puisse prendre une douche sans risque. Le geste est simple, banal en apparence, mais la proximité qu'il impose crée une tension nouvelle, presque imperceptible au départ, mais qui s'installe progressivement entre eux. Swazik, d'abord concentré sur la douleur persistante de sa blessure, se laisse surprendre par cette présence attentive. Bruno n'est pas un homme qu'elle aurait imaginé dans cet espace intime de sa vie. Et pourtant, sa manière d'être, à la fois directe et sincère, finit par fissurer les défenses qu'elle maintenait jusque-là. Chaque geste devient plus lent, chaque regard plus appuyé, comme si le temps lui-même décidait de s'étirer pour leur laisser ressentir pleinement ce qui est en train de naître. Après la douche, alors qu'elle tente de se déplacer dans la chambre, un déséquilibre soudain la fait vaciller. Bruno réagit instinctivement, la rattrapant avant qu'elle ne tombe. Ce contact, bref mais intense, agit comme une révélation silencieuse. Leurs corps se frôlent, leurs regards se croisent, et dans cet instant suspendu, aucun des deux ne peut ignorer ce qui vient de se produire. Ce n'est plus seulement une aide, ni même une simple attention, c'est un rapprochement qui dépasse les mots, une proximité qui trouble autant qu'elle attire. Dans le même temps, Swazik tente de reprendre contenance. Elle s'écarte légèrement, comme pour rétablir une distance nécessaire, mais son regard trahit une agitation intérieure qu'elle ne parvient pas à dissimuler complètement. Bruno, lui, ne semble pas chercher à fuir cette tension. Au contraire, il l'accepte avec une simplicité désarmante, comme s'il considérait que ces moments faisaient naturellement partie de leur relation naissante. Plus tard, il décide de rester pour le déjeuner, sans vraiment demander la permission, mais sans non plus s'imposer de manière intrusive. Il s'installe dans la cuisine, commence à préparer à manger avec une aisance surprenante. Ce geste, encore une fois, pourrait sembler anodin. Pourtant, il marque une étape supplémentaire. Il ne s'agit plus seulement d'aider ponctuellement, mais de s'inscrire dans le quotidien de Swazik, de partager un moment plus long, plus intime, plus personnel. Swazik l'observe discrètement. Le voir évoluer ainsi, torse nu sous son tablier, crée un trouble qu'elle n'avait pas anticipé. Cette image, à la fois familière et nouvelle, réveille en elle des sensations qu'elle pensait maîtriser. Elle se surprend à détourner le regard, puis à y revenir malgré elle,
comme attirée par quelque chose qu'elle ne comprend pas encore complètement. Ce trouble ne se limite pas à une simple attirance physique. Il s'accompagne d'une remise en question plus profonde. Swazik, habitué à garder le contrôle, à gérer ses émotions avec rigueur, se retrouve face à une situation qui lui échappe partiellement. Bruno, avec sa spontanéité et son absence de calcul, introduit une forme d'imprévisibilité dans son quotidien. Et cette imprévisibilité, loin de l'effrayer totalement, semble éveiller une part d'elle qu'elle avait laissée de côté. Pendant ce temps, ailleurs, l'enquête menée par Aurore et Manon continue de progresser, mais les deux femmes ne sont pas encore conscientes de tous les bouleversements qui s'annoncent autour d'elles. Les secrets s'accumulent, les tensions se croisent, et chaque personnage évolue dans une zone d'ombre où les apparences deviennent de plus en plus trompeuses. Car si le voleur de l'hôtel reste insaisissable, les véritables fissures commencent à apparaître ailleurs. Dans les relations, dans les regards, dans les non-dits. Le lien entre Bruno et Swazik, encore fragile, pourrait évoluer rapidement, porté par une dynamique qu'aucun des deux ne maîtrise totalement. Et cette évolution, si elle se confirme, pourrait avoir des répercussions bien au-delà de leur simple relation. Dans la chambre, le repas improvisé se transforme en moment suspendu. Les échanges sont simples, presque légers, mais sous cette apparente normalité se cache une tension persistante. Chaque parole, chaque silence, semble chargé d'un sens implicite. Bruno plaisante, Swazik répond, mais leurs regards en disent plus que leurs mots. À mesure que le temps passe, une évidence s'impose lentement. Quelque chose est en train de changer entre eux. Ce n'est pas encore une relation définie, ni même une décision consciente. C'est une évolution progressive, presque inévitable, née de la proximité, de la confiance et de cette chaleur estivale qui semble abolir certaines limites. Et tandis que la journée avance, que les intrigues se multiplient et que les tensions s'intensifient, cette relation naissante s'inscrit comme une parenthèse à la fois douce et dangereuse. Douce, parce qu'elle apporte une forme de réconfort inattendu. Dangereuse, parce qu'elle pourrait bouleverser un équilibre déjà fragile. Dans cet épisode où tout semble se jouer sur plusieurs fronts à la fois, le rapprochement entre Bruno et Swazik agit comme un fil discret, mais essentiel. Un fil qui relie les émotions, les désirs et les choix à venir. Car parfois, les plus grands bouleversements ne naissent pas des conflits visibles, mais de ces instants silencieux où deux êtres, sans vraiment s'en rendre compte, commencent à se rapprocher irrémédiablement. À mesure que la soirée avance, les tensions accumulées tout au long de la journée semblent converger vers un point de bascule invisible. À l'hôtel, Aurore et Manon poursuivent leur analyse avec une détermination intacte, mais quelque chose a changé. L'affaire ne se limite plus à une série de vols. Elle s'est enrichie de couches successives de secrets, d'indices contradictoires et de révélations personnelles qui brouillent les pistes autant qu'elles les éclairent. Allongées une nouvelle fois face à la mer, elles reprennent les images de vidéosurveillance, cette fois avec un regard plus aiguisé. Chaque détail compte désormais. Chaque passage, chaque silhouette, chaque mouvement suspect est scruté avec une attention redoublée. Le moindre décalage devient une piste potentielle. Et dans cette accumulation d'images, un sentiment étrange commence à émerger. Celui que le voleur ne se contente pas d'agir dans l'ombre, mais qu'il observe aussi, qu'il anticipe, qu'il comprend les habitudes de ses victimes. Cette idée, encore floue, s'insinue dans l'esprit de Manon. Elle repense à la caméra cachée dans leur lampe, à celle dissimulée dans d'autres chambres. Ce dispositif ne sert pas uniquement à surveiller les allées et venues. Il capte l'intimité, les moments de vulnérabilité, les instants où chacun baisse la garde. Et si ces images étaient utilisées pour choisir les cibles, pour savoir quand intervenir, quand frapper sans être vu? Cette hypothèse, aussi troublante soit-elle, ouvre une perspective bien plus inquiétante. Le voleur ne serait pas simplement opportuniste, mais méthodique, presque stratégique. Il ne se contente pas de voler, il observe, il analyse, il attend le moment parfait. Et dans ce cas, chaque client de l'hôtel devient une cible potentielle, chaque chambre un espace violé sans que ses occupants ne s'en rendent compte. Aurore, en entendant les réflexions de sa fille, ne les rejette pas. Au contraire, elle les prend au sérieux. Son expérience lui a appris que les affaires les plus complexes reposent souvent sur des mécanismes invisibles, des logiques que l'on ne perçoit qu'en prenant du recul. Elle se redresse légèrement, le regard fixé sur l'écran, et commence à revoir certaines séquences sous un angle différent. Dans l'une d'elles, un employé passe dans un couloir sans attirer l'attention. Rien d'anormal en apparence. Et pourtant, en ralentissant l'image, en observant le timing, un détail ressort. Il s'arrête brièvement devant une porte, comme pour vérifier quelque chose, avant de poursuivre son chemin. Ce geste, presque imperceptible, devient soudain suspect. Était-ce un simple hasard, ou une reconnaissance discrète des lieux?
Manon note ce passage, consciente que l'enquête commence à changer de nature. Elle ne consiste plus seulement à identifier un suspect évident, mais à reconstruire un schéma, une logique d'action. Chaque indice doit être replacé dans un ensemble plus large, chaque comportement interprété à la lumière d'une intention possible. Pendant ce temps, l'image de William et Christelle continue de hanter Aurore. Même si elle tente de rester concentrée sur l'enquête, ce souvenir revient sans cesse, comme une interférence qu'elle ne parvient pas à éliminer. Leur proximité, leur discrétion, le caractère secret de leur rencontre. Tout cela ne peut pas être ignoré. Mais elle refuse, pour l'instant, de tirer des conclusions hâtives. Elle sait que les apparences peuvent être trompeuses, surtout dans un contexte où tout semble conçu pour semer le doute. Dans un autre registre, la disparition de Milo continue de peser sur les esprits, même à distance. L'inquiétude d'Alex, transmise à Chloé et Judith, crée une tension parallèle qui traverse toute la journée. Cette affaire, bien différente de celle de l'hôtel, rappelle que le danger peut surgir là où on ne l'attend pas, et que les drames les plus profonds sont souvent liés à des histoires personnelles, à des blessures invisibles. Milo, de son côté, poursuit son chemin avec une détermination qui contraste avec son jeune âge. Il avance, guidé par une idée fixe, une image qu'il s'est construite de ce père absent. Chaque pas le rapproche d'une vérité qu'il ne comprend pas encore totalement. Et dans cette quête solitaire, il ne mesure pas les risques, ni les conséquences de ses choix. À l'hôtel, l'ambiance devient de plus en plus lourde. Les clients commencent à échanger entre eux, à comparer leurs expériences, à partager leurs suspicions. La méfiance s'installe, insidieuse, transformant les relations les plus banales en source de doute. Chacun observe l'autre, chacun se demande si le coupable ne se cache pas derrière un visage familier. Adélaïde, de son côté, tente de maintenir une apparence de contrôle. Elle rassure, elle promet, elle organise. Mais au fond d'elle, elle sent que la situation lui échappe. L'image de son établissement, construite avec soin pendant des années, est en train de se fissurer. Et si le voleur n'est pas rapidement identifié, les conséquences pourraient être irréversibles. Dans ce contexte, Aurore et Manon deviennent des figures centrales. Leur enquête, d'abord discrète, prend une importance croissante. Elles ne sont plus seulement là pour aider, mais pour résoudre une crise qui menace l'équilibre même de l'hôtel. Et plus elles avancent, plus elles comprennent que la vérité sera difficile à atteindre. Car derrière chaque indice se cache une nouvelle question. Derrière chaque révélation, une nouvelle zone d'ombre. Et dans ce jeu complexe, où les apparences sont constamment remises en question, une seule certitude demeure. Le voleur est toujours là, quelque part, observant, attendant, prêt à frapper à nouveau. Dans cette atmosphère tendue, où chaque regard peut être interprété comme une menace, la frontière entre enquête et paranoïa devient de plus en plus floue. Et tandis que la nuit s'installe lentement sur Seth, une impression persistante s'impose. Ce qui se joue ici dépasse largement le simple vol d'objets. C'est une mécanique plus vaste, plus insidieuse, qui est en train de se dévoiler. Et Aurore comme Manon commencent à comprendre qu'elles ne sont peut-être pas seulement en train de traquer un voleur, mais de pénétrer dans un système où chaque secret peut devenir une arme. À la tombée de la nuit, Seth semble retrouver un calme apparent, mais sous cette tranquillité fragile, les tensions accumulées tout au long de la journée continuent de vibrer, prêtes à ressurgir à tout moment. À l'hôtel, les couloirs se vident peu à peu, les conversations s'éteignent, mais l'impression d'être observée, elle, ne disparaît pas. Au contraire, elle s'intensifie, comme si l'obscurité donnait plus de force à celui qui agit dans l'ombre. Dans leur chambre, Manon et Sophia reprennent une activité ordinaire, tentant de retrouver une forme de normalité. Pourtant, rien n'est plus vraiment normal. Chaque geste, chaque regard, semble désormais chargé d'une conscience nouvelle. Manon, en particulier, ne parvient plus à ignorer la présence possible de cette caméra cachée. Elle observe la lampe avec une attention différente, presque méfiante, comme si elle attendait qu'un détail trahisse son secret. Cette sensation d'être épiée transforme leur espace intime en un lieu incertain, presque hostile. Pendant ce temps, Aurore, isolée un instant, tente de remettre de l'ordre dans ses pensées. L'enquête sur le voleur avance, certes, mais elle s'accompagne désormais d'une autre inquiétude, plus personnelle, plus difficile à cerner. Les images de William et Christelle reviennent sans cesse dans son esprit, s'imposant comme une énigme qu'elle n'est pas encore prête à résoudre. Elle se connaît suffisamment pour savoir que ses émotions pourraient altérer son jugement. Et pourtant, elle ne peut pas faire comme si elle n'avait rien vu. Cette dualité, entre devoir professionnel et vie privée, devient de plus en plus difficile à gérer. Aurore sait qu'elle devra tôt ou tard affronter cette réalité, poser des questions, chercher des réponses. Mais pas maintenant, pas tant que l'enquête sur les vols n'est pas résolue. Elle choisit donc, pour l'instant, de compartimenter,
de repousser ce problème à plus tard. Une décision rationnelle en apparence, mais qui risque de peser lourd dans les jours à venir. À l'extérieur, la ville continue de vivre, inconsciente des drames silencieux qui s'y déroulent. Milo, toujours introuvable, avance dans la nuit avec une détermination intacte. Les lumières des rues éclairent son chemin, mais elles ne dissipent pas le danger. Chaque pas l'éloigne un peu plus de ceux qui le cherchent, chaque détour rend sa trace plus difficile à suivre. Et pourtant, il ne ralentit pas. Son objectif est clair, même s'il repose sur une vérité encore floue. Du côté d'Alex et de Chloé, l'inquiétude ne faiblit pas. Leur recherche, devenue presque instinctive, se poursuit malgré la fatigue. Ils parcourent la ville, interrogent, observent, espèrent. Mais le silence reste leur seule réponse. Cette absence d'information, cette impossibilité de localiser Milo, crée une tension qui les épuise autant qu'elle les motive. Ils refusent d'abandonner, convaincus que chaque minute compte. Karim, de son côté, continue ses patrouilles avec une rigueur méthodique. Son expérience lui permet de garder une certaine lucidité, mais il sait que la situation peut basculer à tout moment. Un enfant seul, dans une ville, de nuit, représente une vulnérabilité extrême. Et même si Milo semble agir avec assurance, cela ne suffit pas à garantir sa sécurité. À l'hôtel, une autre forme de tension se développe. Les clients, désormais conscients des vols, modifient leur comportement. Certains verrouillent leurs affaires avec une vigilance excessive, d'autres évitent de laisser leurs objets sans surveillance. Cette méfiance généralisée crée une atmosphère lourde, presque paranoïaque. Chacun devient suspect, chaque mouvement est observé, analysé, interprété. Aurore et Manon, quant à elles, poursuivent leurs réflexions. Les indices qu'elles ont accumulés ne pointent pas encore vers un coupable clair, mais ils dessinent une structure, une logique. Le voleur agit avec méthode, utilise les informations à sa disposition, et semble toujours avoir un coup d'avance. Cette impression d'être constamment en retard, de courir après une ombre insaisissable, devient de plus en plus frustrante. Et pourtant, au cœur de cette complexité, une certitude commence à émerger. Celui qui orchestre ces vols ne se contente pas de profiter des opportunités. Il les crée, il observe, il anticipe, il manipule les situations pour intervenir au moment le plus favorable. Les caméras cachées, les accès aux chambres, les déplacements précis. Tout cela forme un système cohérent, presque professionnel. Dans le même temps, les relations entre les personnages continuent d'évoluer, influencées par les événements de la journée. Le rapprochement entre Bruno et Swazik, discret mais réel, ouvre une nouvelle dynamique. Ce lien naissant, encore fragile, pourrait devenir un point d'ancrage dans un contexte marqué par l'incertitude. Mais il pourrait aussi, à terme, créer de nouvelles tensions, de nouveaux conflits. Ainsi, alors que la nuit enveloppe progressivement Seth, toutes les intrigues semblent avancer en parallèle, chacune avec son propre rythme, ses propres enjeux. L'enquête sur le voleur, la disparition de Milo, les secrets révélés par les caméras, les relations qui évoluent. Tout converge vers un point que personne ne distingue encore clairement. Et dans cette obscurité, une présence invisible continue d'observer, de calculer, d'attendre. Car celui qui agit dans l'ombre n'a pas encore été démasqué. Et tant qu'il restera libre, chaque instant, chaque lieu, chaque personne pourra devenir une cible.